Et ben, en effet, pour commencer cette journée, je vous propose un petit tour d'horizon des agents. C'est évidemment, vous avez sûrement entendu le mot agent si vous êtes dans le marketing, c'est le nouveau mot-clé, le nouveau hashtag 2025. C'est pas pour rien, c'est bon, c'est des technologies qui existent depuis longtemps, les agents, mais là, en 2025, on commence à avoir des vraies briques de maturation. Donc, je vais essayer de vous montrer euh, ce que c'est un agent, ce qu'on peut faire avec des agents et aussi quelles sont les limites. Parce que quand on n'est pas dans le domaine de l'IA, on peut avoir aussi une mythologie sur les agents, on peut se dire ben, ça peut tout faire. Et en fait, il y a un certain nombre de limites qui vont être levées sûrement dans les prochains mois, prochaines années, mais il faut savoir où positionner des agents et à quel moment c'est pertinent. Donc, je vous propose un petit tour d'horizon avec en effet plusieurs démos aussi pour vous montrer quelques agents, certains que j'ai conçus, certains qui sont en train d'être conçus en mode expérience, certains qui sont sur le marché. Enfin voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Alors, pour bien commencer, il faut déjà définir ce qu'est un agent. Il y a là aussi énormément de bullshit, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais comme le mot agent est à la mode, tout le monde dit que ceci est un agent, cela est un agent, et on ne sait plus vraiment ce qui est vraiment de l'agentivité. Alors, pour définir un agent, il y a une définition très simple, hein. Vous savez, jusqu'à maintenant, on avait des systèmes d'IA qui étaient plutôt des assistants. Un assistant, c'est différent d'un agent. Dans le vocable de l'IA, c'est deux choses très séparées. L'assistant, il n'a pas de logique temporelle. On lui pose une question, il répond de façon ponctuelle. Alors, avec les modèles à base de raisonnement, comme DeepSeek, O1, O3 et Sonnet 3.7, on commence à leur donner du temps pour réfléchir avant de donner une réponse. Mais le principe d'un assistant, c'est une question, une réponse. Et la logique temporelle, c'est celle de l'interaction de l'utilisateur avec le système qui pose des questions successives pour avoir des réponses successives. Donc ça, c'est les assistants, c'est ce que les 2 années et demie d'IA derrière nous ont habitués à utiliser. On passe à l'agentivité. Quant à ça, on ajoute deux briques. La première, c'est qu'on va donner en effet une logique temporelle à l'agent en faisant en sorte, tout simplement, que les réponses que l'assistant donne soient réinjectées dans l'assistant pour qu'il produise une deuxième réponse qui elle-même va être réinjectée dans l'assistant qui produit une troisième réponse, etc. Donc, l'objectif, c'est, si vous voulez, que notre assistant se transforme en un espèce de petit programme qui a une petite voix dans la tête, qui peut réfléchir numériquement. C'est pas du tout pareil qu'un humain, hein. On anthropomorphise toujours un peu, mais c'est comme ça, qui est capable, en tout cas, de produire des tokens de réflexion qui vont être réinjectés dans le système pour continuer à travailler. Donc, on va lui donner du temps pour travailler. Donc ça, c'est le premier élément. Et le mot-clé qui va se cacher derrière ça, c'est de l'autonomie. Euh, Au lieu de donner une question et qu'on attende une réponse, on va donner un objectif et on va attendre un résultat. L'agent va travailler tranquillement jusqu'à nous ramener un résultat complet. Et puis le deuxième élément des agents, si je vous mets dans une pièce complètement fermée et que je vous donne beaucoup de temps, certes, vous allez pouvoir faire sûrement de la très bonne philosophie et vous allez pouvoir réfléchir à plein de belles questions existentielles, mais vous aurez peu d'impact sur le monde. Donc, la deuxième idée, en plus de donner du temps pour que les systèmes d'IA puissent travailler en autonomie, c'est de leur donner un accès au monde à travers des outils. De la même façon que si vous avez un marteau, vous enfoncez des clous vachement plus efficacement qu'avec votre poing, un agent, c'est un peu la même chose. Il va pouvoir mener des actions sur le monde grâce à un certain nombre d'outils qui pallient à ses propres faiblesses. Vous savez peut-être que les LLM, les grands modèles de langue classiques qui font tourner les agents, sont très mauvais en calcul, par exemple. Ça produit du texte probable, ça ne calcule pas. Donc, si on demande à un système, à un LLM de faire, je sais pas, 3612 fois 1062,7, on va avoir un résultat qui sera faux. Donc, dans ces cas-là, comme un humain qui utiliserait une calculatrice pour faire plus efficacement son calcul mental, un agent peut utiliser une calculatrice ou peut exécuter du code, bref, peut utiliser un outil pour augmenter ses capacités, pallier ses faiblesses et pouvoir agir plus efficacement et pourquoi pas agir sur le monde. Donc, c'est ces deux briques, l'autonomie et la capacité à utiliser des outils pour mener des actions qui vont faire un agent. Ce qui fait que l'idée derrière un agent, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir une question, une réponse, mais un objectif, un résultat. Et donc, on passe d'un espèce de cerveau augmenté, qui étaient les assistants, à un vrai collègue digital qui est capable de travailler. Il travaille en autonomie et il réalise pour nous une vraie création de valeur. Donc, c'est là où il va falloir préciser assez finement à quoi est bon ce nouveau collègue et à quoi il n'est pas bon.
parce qu'il y a des choses qu'il fait même déjà mieux que les humains et des choses qu'il est loin de pouvoir faire efficacement. Donc, voilà pour ce qu'on peut appeler un agent. Donc, quand on voit quelqu'un qui a connecté un système d'IA à une base de données et qui nous dit j'ai un super agent pour discuter avec ma base de données, ce n'est pas un agent. On reste dans une logique d'assistant qui a juste accès à une base de données. Il n'y a pas d'autonomie de travail de notre assistant. Donc, c'est un peu voilà, du bullshit en termes de mots-clés. Mais bon, c'est aussi le principe de la mode. Il faut qu'il y ait ces deux éléments pour qu'on passe à l'agentivité. Alors, du coup, maintenant qu'on voit à peu près ce qu'est un agent, comment on construit un agent? Vous savez, avec les assistants, il y a eu un nouveau mot-clé, c'était le mot prompt. Pour bien interagir avec un assistant, il fallait savoir lui parler, puisqu'on est dans une logique d'interaction surtout verbale, et donc il fallait apprendre à prompter. Le gros mot-clé pour la construction et l'utilisation des agents, c'est les scaffolding. Alors, en anglais, un scaffolding, c'est un échafaudage. Donc, on dit échafauder un agent. Le scaffolding, si on veut, c'est le cahier des charges de notre agent ou la fiche de poste de notre agent, si vous voulez, sauf que ça se matérialise comme un programme informatique qu'on peut coder ou pas. Je vais vous montrer des façons de construire des scaffoldings sans coder. Maintenant, il y a plein de façons de faire ça sans coder. Mais l'idée, c'est de construire tout le processus que notre agent va devoir réaliser. Donc, on va construire ce processus une fois et ensuite, l'agent va être autonome pour le réaliser. Ce qui veut déjà dire une petite chose niveau sémantique, ce n'est pas l'autonomie au même sens que celle de l'humain qui détermine ses propres objectifs. C'est de l'autonomie de travail chez l'agent. L'objectif est donné par l'humain et l'agent travaille en autonomie pour atteindre cet objectif. Il peut définir des sous-objectifs lui-même selon comment il a été conçu, mais c'est censé tout de même être pour atteindre un objectif humain. On pourrait imaginer des agents qui seraient complètement généralistes et qui définiraient leurs propres objectifs, mais c'est plus très opérationnel, c'est plutôt des programmes de recherche autour de la question de l'intelligence artificielle générale, etc. C'est moins ce qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, pour les agents utiles, on attend quand même qu'ils travaillent pour nous, donc ils vont être autonomes pour atteindre l'objectif. Et donc, l'échafaudage, je vais vous montrer des exemples d'échafaudage, c'est cette programmation, ce logiciel, si vous voulez, on peut le penser aussi comme une to-do list, tout ce que doit réaliser l'agent, le workflow, le processus, il y a plein de façons de le traduire, que l'agent va réaliser pour atteindre son objectif. Alors, il y a un peu deux types de scaffolding qui permettent d'avoir deux types d'agents. Il y a des scaffoldings spécialisés. Je vais commencer par vous montrer un exemple de ça, et c'est là où on peut avoir des créations de valeur tout à fait pertinentes. On est vraiment dans une logique de contrôle très fine, et on peut faire des agents très poussés. Et puis, vous avez des scaffoldings généralistes qui permettent à des agents de s'attaquer à beaucoup de problèmes différents, voire tout type de problèmes. Je vais vous montrer un ou deux exemples de ce type de scaffolding aussi. Donc, on a des agents spécialisés, ils ne savent faire qu'un truc, mais ils le font bien, et des agents généralistes, ils peuvent faire plein de trucs, mais pour l'instant, ils le font relativement moyennement, on va dire, selon ce qu'on leur demande. Mais je vais vous montrer des exemples où ça commence à marcher. Alors, commençons avec un scaffolding d'agents spécialisés pour avoir une idée un peu claire de ce que ça veut dire un scaffolding. Donc, avant de vous le montrer en exécution et de montrer comment on l'implante, voilà le plan de ce scaffolding. Imaginons qu'on a un agent spécialisé qui est censé écrire des articles. Alors, si vous avez participé la dernière fois au webinaire que j'avais donné pour CMJ sur le prompting, j'avais pris un exemple similaire et je me suis amusé. La dernière fois, c'était via du prompting qu'on construisait un article de qualité. Je me suis amusé évidemment à traduire ça dans un agent pour qu'on voit aussi la différence. Donc, imaginons qu'on a un agent qui est spécialisé dans l'écriture d'articles de qualité. Parce que si on a un assistant, on peut lui poser une question et il va lui demander d'écrire un article, il va écrire un article moyen. On peut lui faire un bon prompt et on va avoir un article moyen plus, mais ça restera un article un peu court, ça restera limité. Notre assistant ne va pas avoir beaucoup de sources sur lesquelles travailler, etc. Donc, on peut avoir envie de créer un agent beaucoup plus poussé qui permette vraiment d'avoir un article complet, long, de qualité, de fond, avec des sources, etc. Donc, voilà un exemple de scaffolding pour faire ça. Alors, première étape, il faut que notre agent choisisse la thématique. Donc là, deux possibilités. Soit on peut avoir l'agent qui choisit la thématique tout seul. Il peut même aller chercher sur Internet des tendances pour choisir une thématique intéressante. Soit on peut avoir un principe de human in the loop. C'est un des mots-clés importants aussi des agents, l'humain dans la boucle.
comme un agent est autonome, parfois on ne met pas du tout d'humain et on laisse l'agent travailler. Parfois, il y a des étapes où on veut avoir soit l'avis de l'utilisateur, soit l'expertise de l'utilisateur qui entre en jeu. Et donc, l'agent va interpeller l'humain pour lui poser une question, pour lui demander de réaliser une action, pour l'assister dans son travail. Mais du coup, c'est un peu l'inverse, c'est l'agent qui travaille et nous qui l'assistons. Donc, ici, l'agent pourrait d'abord nous demander, nous utilisateurs, quelle thématique on souhaiterait qu'il aborde. Et puis ensuite, il va travailler tout seul, donc il va définir un angle d'attaque puissant, comme le ferait un bon journaliste. Il ne prend pas une thématique généraliste comme ça, il choisit un angle d'attaque. Il va définir des requêtes de recherche qui sont intéressantes pour aller chercher de l'information sur Internet. Pour chacune de ces requêtes, il va aller explorer Internet pour récupérer beaucoup d'informations factuelles. Ensuite, il va définir le plan de l'article. Et puis ensuite, il va écrire chaque partie de l'article, voire même maintenant, depuis quelques mois, on commence à avoir des fenêtres d'output, donc la capacité des systèmes d'IA à produire d'un coup beaucoup de tokens en sortie, beaucoup de mots en sortie, qui commencent à être très longues. Et donc, on peut maintenant écrire des articles entiers sans avoir besoin de boucler partie par partie. Donc ça, c'est un scaffolding. On pourrait rajouter des choses. On pourrait ajouter une brique à la fin où on a un petit agent qui vérifie les sources, enfin, une petite brique de l'agent qui vérifie des sources. On pourrait avoir une brique qui améliore le style de l'article, qui vérifie la cohérence. On pourrait, après la brique où on va chercher de l'information factuelle, avoir une brique où l'agent sélectionne les sources les plus intéressantes, priorise. Mais vous allez voir, dans le système que j'ai implanté, c'est fait de façon un peu automatique. Donc voilà, on peut évidemment transformer notre scaffolding, l'optimiser. Donc l'idée ici, en fait, c'est d'externaliser, d'extraire du cerveau de l'expert un processus de qualité. Donc, si on est très bon pour écrire des articles, ben, l'idée, ça va être de se poser les bonnes questions. Comment je fais pour écrire efficacement un article? De décomposer ça en étapes, on va dire, les plus fines possibles. J'aime bien dire à la maille du prompt. Il faut que chaque étape puisse rentrer dans un prompt. Donc, un prompt qui va parfois être associé à l'utilisation d'outils. Mais voilà, l'idée, c'est de décomposer ça prompt par prompt pour ensuite pouvoir construire notre agent. Donc, voyons ce que ça donne si on implante ce scaffolding. Alors, pour implanter un scaffolding, je peux coder, je peux écrire un programme informatique qui fait plein d'appels successifs à un système d'IA et ensuite avoir une interface avec un bouton Go et un bouton pour télécharger l'article à la fin une fois qu'il est écrit. Mais si je ne suis pas codeur, je peux utiliser ce qu'on appelle des agent builders, des constructeurs d'agents. Il y en a de plus en plus sur le marché. Donc, il y a des choses qui sont dédiées à l'agentivité. Par exemple, je vais vous montrer Gumloop, qui est un outil très intéressant, plutôt orienté pro, on va dire, parce qu'il y a un plan gratuit, mais dès qu'on veut avoir un usage vraiment poussé avec une intégration API, etc., il faut payer et ça coûte quand même 100 $ par mois, donc ce n'est pas donné. Mais c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il s'est vraiment construit sur le principe de l'agentivité. Mais vous pouvez faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec Gumloop avec des outils plus traditionnels. Je pense notamment à Make, vous savez, ce genre d'outil de workflow, presque de RPA, qui permet de faire des automatisations et qui ont ajouté plein de briques d'IA qui permettent de créer ce type de scaffolding. Euh, Récemment aussi, N8N, Naton, a fait pas mal d'avancées sur le sujet, puisqu'ils ont ajouté notamment une grosse brique de ce qu'on appelle MCP. MCP, si vous n'avez pas vu ça passer, c'est aussi un des gros trucs du moment pour l'agentivité. C'est Anthropic, la boîte derrière Claude qui a sorti ça. C'est un espèce de protocole unifié pour connecter plein d'outils à l'agent. Donc, ça permet, avant, il fallait créer un connecteur pour chaque outil pour notre agent. Donc, ça pouvait vite devenir fastidieux si on voulait lui connecter beaucoup d'outils. Et là, MCP, c'est une espèce de hub. Si vous voulez, ils aiment bien le définir comme l'USB-C des agents. C'est un espèce de hub qu'on broche à notre agent. Et derrière sont branchés tous les outils très facilement. On a juste à choisir les outils et il y en a déjà des centaines qu'on peut brancher un peu automatiquement. Donc, ça facilite beaucoup le travail de connexion de notre agent à des outils. Évidemment, quand on code, on peut faire ça à la main, mais par exemple, N8N a intégré cette brique MCP et donc facilite encore plus la création d'agents. Donc voilà quelques exemples. Vous avez aussi Lindy, où on retrouve un peu la logique d'assistant intégré aux agents. Vous avez voilà, Flowise aussi, si vous voulez faire des agents, on va dire, à un niveau de profondeur qui est entre le code et tous ces agent builders. Flowise, ça vous permet d'avoir une interface visuelle, mais de retrouver le code en dessous pour pouvoir aller modifier des choses plus finement et faire des choses plus poussées. Moi, je l'utilise, je vais vous montrer tout à l'heure un scaffolding un peu complexe de système multi-agent. Et pour implanter ça, des choses comme
N8N, Gumloop, Make, c'est un peu limité. Donc là, je passe par Flowise et ça permet de mettre des briques de code au milieu. En plus, c'est complètement open source, ça peut tourner sur mon ordi, c'est intéressant. Donc, un peu 3 niveaux. Le code, Flowise et les agent builders comme Gumloop, Make et N8N. Donc, voyons avec Gumloop ce que ça donne. Alors, il faut que je partage mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Je n'ai pas l'impression. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez mon écran? J'ai l'impression que c'est toujours la slide qui est affichée. Alors, tant qu'à faire, au passage, quelqu'un me demande pour Relevance. OK, donc je vais arrêter et repartager l'écran. Relevance, c'est aussi intéressant, ça fait partie de ces agent builders. Je trouve que je l'ai un peu testé, je trouve que des choses comme Gumloop ou Make sont plus efficaces. Relevance, c'est un peu tout un gros moteur, donc c'est assez complexe. Après, si on a envie de pousser, c'est intéressant, mais c'est moins pur comme outil. On est moins vraiment sur la construction de nos scaffolding. Il y a toute une orchestration, mais si on veut faire une orchestration de système multi-agent, c'est intéressant. Et il mélange un peu la logique des assistants et des agents, il la mélange un peu trop, je trouve. C'est un peu confusant. Mais tout dépend des usages, et ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont préférer du Relevance. Et je ne comprends pas pourquoi, mais mon écran ne veut pas passer en… Ah, ça y est. OK. Donc là, vous devriez voir un super écran infini. Ah oui, il fallait que je désélectionne la slide, pardon. Voilà donc mon scaffolding sur Gumloop. Donc là, de loin, bon, ça a juste l'air d'être un espèce de flow un peu bizarre. Et puis, on va s'approcher, on va regarder, et puis on va le tester, évidemment, pour écrire un super article. Donc, vous allez avoir d'abord des briques d'input. Donc, vous voyez que là, ça va être pour l'input du topic. C'est là qu'on va définir la thématique, parce que on ne va pas s'attendre à ce que ici notre agent nous la demande directement, mais ça, je peux intégrer dans une interface où j'ai ces inputs sous un champ, par exemple, de formulaire ou via un petit chatbot qui me pose les questions. Je peux mettre des instructions personnalisées sur l'article si je veux, et je peux aussi lui passer un PDF si je veux qu'il s'appuie sur des données que j'ai définies à l'avance. Mais pour l'instant, nous, on mettra juste un topic. Ça, c'est complètement optionnel. Et puis, vous voyez ensuite qu'on descend et toutes les briques roses, ça va être les différents appels à l'IA. Donc, on retrouve Choose Angle of Attack, donc choisir l'angle d'attaque. Et pour ça, on voit qu'on a un prompt système. Donc, le prompt système, c'est, si vous voulez, ce qui va être global et définir un peu le comportement global de l'IA face à notre prompt. Donc, ici, c'est un prompt, vous connaissez ça, hein, maintenant, ça commence à être classique. Tu es un journaliste expert de l'écriture d'articles de haute qualité, percutants, créatifs, qui sont publiés sur Internet. Ton site est à la fois fluide, original, captivant et expert. Tu travailles de manière autonome afin de réaliser un article de haute qualité, blablabla. Et on voit qu'on a un système de variables. Donc, tous les inputs qui sont arrivés en entrée, ils vont être intégrés ici. Donc, les instructions spécifiques, les éléments du PDF et la thématique générale de l'article qu'on aura donné. Et donc, tout ça va être combiné dans le prompt système qui lui-même va être passé ici. Et on va avoir qui va être envoyé à l'IA, le prompt système plus, donc le prompt système, il va être envoyé à chaque étape. Et en plus, on va avoir le prompt dédié à cette étape clé. Donc, on a le contexte et l'instruction spécifique. Et ici, identifier un angle d'attaque original avec un peu de méthode. Alors, moi, ça, c'est dans mes techniques de prompting sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, le prompting méthodologique, qui préfigurait un peu l'agentivité. C'est dans un prompt définir une méthode avec des sous-étapes. Et en fait, après, c'est, on va dire, de l'intuition progressive de connaître un peu les systèmes d'IA. Évidemment, ici, je pourrais redécomposer ma méthode en 2 sous-briques de l'agent. Une sous-brique pour analyser la thématique, pour identifier les sous-thématiques de la thématique principale, et ensuite une sous-brique qui choisit une des sous-thématiques et qui définit les éléments de l'angle d'attaque. Donc, je pourrais avoir décomposé ça en 2 sous-briques, mais là, j'ai fusionné ça en une brique parce que je considère qu'en un appel à l'IA, elle est capable de traiter tout ça d'un coup. Donc, selon les cas, des fois, on va redécomposer et des fois, au contraire, on va fusionner. Et là, c'est un feeling de sentir un petit peu à quelle maille de profondeur de réflexion le système d'IA est capable de travailler. Donc, ici, en sortie, on va avoir notre angle d'attaque et notre angle d'attaque va être passé à une brique suivante. J'ai bougé, hop, qui va être de définir des requêtes de recherche sur Internet. Donc, de la même façon,
construit 4 prompts pour trouver de l'information en lien avec l'angle d'attaque choisi, avec des éléments de précision, etc. Et en contexte, il a la réponse précédente, donc il aura bien l'angle d'attaque. Ici, les différentes requêtes vont être séparées. Donc, on a des petites briques qui permettent d'avoir de la logique. Donc, évidemment, comme on va avoir 3 ou 4 requêtes différentes, ben, on va vouloir les séparer. Et ici, on va avoir une brique, vous voyez, qui s'appelle Search Web, qui va utiliser l'API de Perplexity, donc vous devez tous connaître, qui est un moteur de recherche IA. Donc là, l'API s'appelle Sonar. Là, c'est ce que j'utilise parce que directement, ça va me ramener de l'information structurée à partir du prompt de recherche. Donc, je me facilite la vie. C'est déjà un sous-agent, en fait, qui va être utilisé par mon agent. Donc là, mon agent utilise un outil, Perplexity, et cet outil, c'est déjà un agent qui fait de la recherche efficace sur Internet. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une logique de boucle. Comme je lui passe un tableau de valeurs, je lui passe plusieurs prompts ici, eh ben, il va le faire une fois par prompt. Donc là, on va avoir 4 itérations de ces recherches sur Internet. Ensuite, tous les résultats, ben, au contraire, cette fois, on va les réunir ensemble. On va construire un gros élément avec plein de sources et d'éléments factuels pour notre article. Et puis ici, on va faire un nouveau prompt global où on va ajouter l'angle d'attaque, les données collectées sur Internet, ce qu'on avait avant. Et on va avoir tout ça, je ne vais pas vous lire toutes les consignes, mais on a beaucoup de consignes sur notre écriture d'article. Et on a un prompt pour l'écriture d'article. Alors ici, j'utilise O3 Mini qui est capable de sortir un article complet d'un coup. Il n'y a plus besoin de boucler pour définir chaque partie de l'article. Et j'ai un petit input avec le nombre de mots là, qui est défini par 3000 à 3000 par défaut. Mais c'est pareil, si je branche ça à un questionnaire, en plus sur Gumloop, on peut automatiquement ajouter une interface pour avoir un petit questionnaire pour chacun des inputs et le mettre ensuite sur notre site web. Et donc, j'aurai un champ pour définir le nombre de mots. Et à la fin, ça va me créer un PDF et je pourrai le télécharger. Donc, voilà un scaffolding d'agents spécialisés qui ne sait qu'écrire des articles, mais qui le fait bien. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de AI modèle. Il faut que j'en remette un. Pour Search Prompt, je vais mettre 4 au mini. Il suffira largement. Pourquoi j'ai dû les enlever sans faire exprès. Et pour choisir l'angle d'attaque, on va mettre 4 roues. On veut un truc un petit peu plus poussé. Et puis, du O3 pour l'écriture de l'article. Je vais faire un test en live, tant qu'à faire. On va voir, je pense qu'ils ont mis Claude Troissonnet. Ouais, ils l'ont mis. Et Claude Troissonnet est quand même vraiment bien pour l'écriture. Donc, je vais voir ce que ça donne avec Claude Troissonnet. Avec O3, il me faisait des choses excellentes, mais Claude Troissonnet a souvent un meilleur style d'écriture. Donc, on va mettre Claude Troissonnet à la place. Donc, voilà mon scaffolding. Et puis, on va le tester quand même. Ici, dans l'input, je vais mettre, par exemple, en valeur par défaut, on va mettre un truc un peu technique. On va voir si voilà, parce que on fait du SEO, du marketing, etc. Mais on va aller jouer avec des trucs un peu ingénieriaux. On pourrait faire deux exemples. Je ferai un autre exemple que je partagerai à CMJ. Ils pourront vous le partager sur l'avenir du SEO, quelque chose comme ça. Mais je vais faire un truc, les data, alors le refroidissement, non, on va faire moins spécifique. Les data centers dans l'espace. Mettre des data centers dans l'espace, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, je sauvegarde et je peux lancer mon run. Et ici, vous allez voir que je vais voir mon run se dérouler. Donc, il a bien pris toutes les instructions. Il a construit un angle d'attaque. Il est en train de construire les requêtes de recherche. Maintenant, il lance les requêtes de recherche. Il les fait 2 par 2 avec Sonar. Donc, si on regarde, par exemple, ici, les inputs et les outputs de la brique angle d'attaque, ça va vite, évidemment, c'est de l'IA. On voit que l'input, c'est bien le prompt que je lui avais donné. Il n'y a pas d'instruction spécifique, pas de données sources, mais il y a la thématique de l'article qui a été intégrée. Et puis, la réponse, les data centers dans l'espace, l'utilisation de l'énergie solaire spatiale pour des centres de données durables. Donc ça, c'est l'angle d'attaque qu'il a choisi avec une petite justification. Ça me va très bien. Il a pris quelque chose d'un peu plus spécifique que juste la grosse thématique. Tac, il est en train de faire les 2 autres recherches. Donc normalement, il va avoir plein de données sur le sujet. Et puis après, il passera à l'écriture de l'article. On va le laisser finir tranquillement. Et j'aurai un lien tout à la fin pour télécharger l'article. Alors,
là aussi, hein, on peut ajouter des triggers à ça. Donc, vous voyez, là, il y a Add Trigger. Je peux, par exemple, faire en sorte que je le connecte à une boîte mail et quand j'envoie un mail avec une thématique, ben, il travaille et il me renvoie sur mon mail l'article écrit. Je peux avoir des choses comme ça. Je peux mettre en place plein de triggers sur Gumloop qui me permettent de connecter ça à Slack, à Discord, à plein d'interfaces qui vont me permettre de contrôler l'exécution des flows. Et Claude 3 Sonnet qui travaille, Claude 3.7 Sonnet qui travaille. Donc, on va le laisser faire. Je regarde dans le chat en attendant s'il y a une question. Alors, oui, j'aurais pu tout à fait connecter à un CMS. Alors, je n'entends plus rien. Est-ce que les autres entendent toujours? J'espère que oui. Bon, j'ai des questions, donc je suppose que oui. Et en effet, si quelqu'un n'entend plus, je vous conseille de recharger la page. OK. Alors, pour connecter à un CMS, en fait, le principe, c'est que les agents, on va pouvoir les connecter à tout ce qui est connectable. Donc, dès qu'il y a une API, on peut. Par exemple, des choses auxquelles on ne peut pas vraiment les connecter, c'est des API comme celle d'Instagram ou de Facebook pour vos profils qui ont beaucoup, beaucoup de limitations pour éviter qu'il y ait de la production de contenu automatisé sur leurs réseaux sociaux. Donc là, on va avoir des limites qu'on n'a pas sur Thread ou X, par exemple, mais on a un risque sur, si on veut essayer de connecter ça à Instagram, il faut avoir des choses très précises pour pouvoir connecter à des API. Mais la plupart des outils pro, des CMS, etc., vont permettre de connecter des API. Donc, normalement, vous pouvez avoir ça. Alors, tac. Combine text, oui. Il est où mon… Ah, putain, ils ont changé l'interface. C'est plus ici qu'on les télécharge. Tout. Ah, bah c'est bête. Ah, il est là. Bon, il faudrait que je vous retrouve où on le télécharge. Ah oui, non, c'est avant, pardon. C'est marrant, il me l'a pas mis dans l'ordre là. Pour ça, ok. Ah non, bah, c'est mon internet qui a sauté. Non, c'est bon. Donc ici, j'ai, excusez-moi, le petit lien pour télécharger ça. Ils ne les avaient juste pas mis totalement dans l'ordre. Tac, je télécharge mon article et j'ai un joli PDF sur les data centers dans l'espace, l'utilisation de l'énergie solaire spatiale pour les centres de données durables, avec un petit too long don't read au début. On voit qu'il y a directement des noms, Ascend de Thales Alenia Space, voilà, un certain nombre de chiffres, donc on voit qu'on a des choses sourcées. Je pourrais aller vérifier, mais il y a 99% de chances que ça soit bon. On reste sur l'IA, donc ce qui est factuel, je conseille toujours de le vérifier, mais quand même, normalement, on est bon. Et puis, vous voyez qu'on a un article assez complet sur le sujet. Mais j'ai l'impression, là, il faudra que je vérifie, comme c'est la première fois que je le fais avec Claude 3.7, j'ai l'impression que c'est un peu moins complet et précis qu'avec O3. Donc, je reviendrai sur O3 pour l'écriture d'articles. Je pense que c'est plus efficace. Mais voilà un petit peu pour le principe. Alors, avec l'IA, on est toujours dans l'expérimentation continue, comme il y a des choses qui sortent toutes les 5 minutes. OK. Maintenant que vous avez une vision sur ce que ça donne quand on crée un scaffolding, je vais essayer de vous montrer des choses un peu plus poussées. Alors, des scaffoldings, vous en avez aussi, par exemple, derrière l'expérience Deep Research sur ChatGPT. Hein, vous avez peut-être essayé. C'est un scaffolding qui est un scaffolding qui boucle entre aller chercher de l'information, l'analyser pour sélectionner ce qui est pertinent et le stocker, aller de nouveau chercher de l'information, recommencer, etc. Et on le voit qu'il travaille. Et quand on lance une Deep Research sur ChatGPT, on voit l'alternance entre ces deux éléments de l'agent. Et donc, l'outil qu'il utilise, là, c'est des moteurs de recherche et il travaille en autonomie pour construire un rapport dessus. Maintenant, on va regarder ce que ça donne un scaffolding généraliste. Donc, beaucoup plus étonnant. Comment on fait pour créer un scaffolding, c'est-à-dire créer un workflow qui permet de faire n'importe quoi? Comment on crée, comment on programme la généralité? En fait, ce n'est pas si compliqué. L'idée va être celle-ci. Au lieu de nous-mêmes définir quelles sont toutes les étapes par lesquelles on veut que notre agent passe, on va en fait mettre ça comme première étape de l'agent. L'agent, face à l'objectif qu'on lui donne, sa première étape, ça va être de construire un scaffolding.
Donc, c'est un scaffolding pour construire des scaffoldings. C'est un méta-scaffolding, si vous voulez, qui permet à l'agent de construire son propre scaffolding et ensuite de le réaliser. Donc voilà, ça c'est typique des agents généralistes. Alors vous avez peut-être entendu parler de AutoGPT, de Baby AGI, ce genre d'approches qui sont censées implanter des agents généralistes. Donc la première chose, par exemple, qu'ils vont faire, ça va être de demander à l'utilisateur des éléments de clarification de l'objectif. Ça, on le fait assez souvent. Ça permet d'être bien fin sur le contexte de l'utilisateur. Ensuite, le premier prompt que l'agent va devoir réaliser, ça va être de décomposer l'objectif en des sous-objectifs, de construire son planning, et ensuite, en boucle, d'exécuter les uns après les autres les éléments de ce sous-objectif. Et à chaque fois qu'il exécute une des tâches de un des sous-objectifs, il va regarder si l'ensemble de sa to-do reste cohérente vu les résultats de ce nouveau, de l'étape qu'il vient de réaliser. Et donc, à chaque étape, il va pouvoir redéfinir un petit peu sa boucle pour avancer vers l'objectif final. Et potentiellement, il peut y avoir une fin, mais potentiellement, notre agent peut faire ça à l'infini si on le laisse travailler et si c'est un travail qui a besoin d'être fait en boucle. Donc, je vais vous montrer un exemple d'implantation de ce genre de scaffolding que vous pouvez aller tester en ligne complètement gratuitement. Alors, attention, ne l'utilisez surtout pas en production, c'est à titre d'exemple. Pour l'instant, je vais vous expliquer après pourquoi c'est très limité et comment on peut faire pour utiliser ça un peu intelligemment. Donc, l'exemple, c'est AgentGPT. C'est une petite interface qui permet d'expérimenter ce genre de choses. Donc, vous avez une interface simple. Vous pouvez donner un nom à votre agent, hop, Entrepreneur GPT. Et vous pouvez, c'est l'exemple qu'on donne toujours, parce qu'évidemment, on rêverait tous d'avoir un agent qui monte un business pour nous et qui le fait réussir. On n'en est pas là, ça ne marche pas, mais ça permet de voir un peu l'idée. Donc, on va lui dire lance un business rentable avec un investissement de $100 initial. Hop. On pourrait lui ajouter des tools. Là, il a juste l'exécution de code. Il peut utiliser du code. Et puis, il a un navigateur Internet. Mais après, on pourrait lui ajouter d'autres outils si on voulait. Et pouf, on le lance. Donc, vous voyez, d'abord, il réfléchit et il crée sa propre to-do. Donc, le début de sa to-do, c'est effectuer une étude de marché pour identifier un créneau porteur, développer un plan d'affaires détaillé, incluant une stratégie de marketing, investir les $100 de manière ciblée pour lancer l'activité, surveiller et ajuster régulièrement les opérations. Donc là, on a une première to-do assez généraliste. Donc là, il lance la première étape. Il est en train de générer son étude de marché. Alors, si on voulait un agent poussé, là, il irait chercher de l'information sur Internet, il utiliserait plein d'outils. Mais là, il fait un truc un peu simple, c'est pour l'exemple. Il va se concentrer sur le secteur de la vente en ligne de produits écologiques et durables. Très bien, allons-y. Maintenant, il a fini et il considère qu'il doit ajouter une tâche plus précise. Donc, dans sa to-do, il ajoute une nouvelle tâche qui est créer un plan marketing détaillé pour promouvoir efficacement les produits écologiques et durables en ligne. Il a plus d'infos sur ce qu'il doit faire, donc il peut ajouter des étapes. Pour l'instant, il prend la deuxième étape qui était de développer le plan d'affaires détaillé. Il nous fait le plan d'affaires. Il ajoute une tâche pour créer une liste de fournisseurs potentiels, etc. Et on voit qu'il travaille tout seul. Alors, au bout d'un moment, là, on est sur une version complètement gratuite pour tester. Donc, il s'arrête au bout de 5 itérations. Évidemment, l'idée, ce n'est pas qu'il continue en boucle et qu'il crame des serveurs pour rien. Là, c'est juste voilà, sur 5 runs. Et puis là, derrière, c'est GPT 3.5 qui tourne. Donc, c'est le Moyen-Âge de l'IA, si vous voulez. Mais après, on peut mettre plein d'options et on peut mettre ses propres clés API pour que ça soit des choses plus poussées qui tournent et avoir AgentGPT sur du O3 si on veut. Évidemment, faites attention, il risque de ne pas apporter beaucoup de valeur et plutôt de vous coûter cher en token. Donc, c'est plutôt pour l'exemple d'un de ces scaffolding en usage. Alors, ça, c'est évidemment le rêve derrière ça. On se dit, mais si un agent, à partir de n'importe quelle demande, peut définir ses sous-objectifs et travailler en autonomie, on n'est pas loin de ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire, quand on veut le définir pragmatiquement, on dit un système d'intelligence artificielle qui est capable de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser. Si notre agent, on peut lui demander n'importe quoi et qu'il est capable de travailler en autonomie, d'utiliser tous les outils qu'il veut pour le réaliser, on a plus ou moins de l'AGI. Évidemment, aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a des grosses limites. La première limite, c'est que
peut pas se connecter à autant d'outils que les humains. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein d'outils numériques qui bloquent l'accès via des API à leurs services. On ne peut pas avoir le même usage qu'un humain pour utiliser Instagram ou Facebook. Par contre, vous avez ce qui s'appelle le computer use. C'est un autre des gros éléments de l'agentivité. Vous avez peut-être entendu parler aussi du computer use. C'est Anthropic, là aussi, qui a initié ça. Et puis, les derniers, les plus récents développements, c'est ceux de OpenAI avec Operator. Donc, l'idée, c'est qu'un système d'IA puisse utiliser, via l'interface graphique de votre ordinateur, n'importe quoi. Au lieu de passer par les API et les flux de données, il passe directement par les interfaces graphiques. Et donc là, bah, évidemment, c'est génial parce qu'il peut faire à votre place vraiment ce que vous feriez et c'est indiscernable d'une utilisation humaine. Ça pose plein de questions aussi dans la merdification d'Internet et les problèmes de spam, etc. Mais on a cette idée qu'un système d'IA puisse utiliser votre interface graphique. Donc, il peut aller sur votre navigateur, il peut se connecter via des portails, il peut accéder à plein de services et pourquoi pas, il peut aussi utiliser les logiciels sur votre ordinateur, il peut ouvrir un PowerPoint, mettre des éléments dans le PowerPoint, etc. Un agent abouti, hein, c'est aussi un exemple qu'on donne souvent pour la programmation de voyage. Il pourrait, vous lui demander de construire un voyage pour cet été. Il se connecte à votre WhatsApp, il regarde les discussions avec votre compagnon, votre compagne. Il récupère des informations sur les destinations que vous aimez. Il va sur votre compte en banque, il voit votre budget. Il va sur Internet, il trouve des petites perles rares, il va sur des blogs obscurs, etc. Il va sur Skyscanner, sur Airbnb, il récupère de l'information, il ouvre un PowerPoint, il vous construit 3 propositions de voyage avec des belles images. Il peut se connecter à un générateur d'images tant qu'à faire s'il veut vous mettre des jolis couchers de soleil, tout ça. Il vous met les petits tableaux avec la logistique du voyage, les budgets, tout ce qu'on veut. Et puis, il vous envoie une notification par mail pour vous dire qu'il a fini. Vous vous connectez, vous ouvrez l'agent et l'agent, avec le mode voix qui se développe beaucoup, vous explique, ben voilà, la première proposition, je l'ai construite pour telle raison, la deuxième pour telle raison et la troisième pour telle raison. Et puis, vous dites, ben, deuxième possibilité, j'adore, on part en Grèce. Et il pourrait ensuite avoir un petit portefeuille que vous pourriez créditer à sa disposition. Il y a plein de startups qui bossent là-dessus et aller positionner les paiements sur Skyscanner, sur Airbnb et autres et construire le voyage et vous faire un joli parcours de voyage de façon complètement autonome. Alors, on n'en est pas là, mais mon feeling, c'est d'ici la fin de l'année, on devrait avoir quelque chose qui technologiquement permet de faire à peu près ça. Toutes les briques là pour permettre de faire ça à la fin de l'année, elles devraient exister. Ça ne sera pas encore parfaitement mature. Et puis surtout en termes d'implantation, ça va mettre plus de temps comme d'habitude. Et puis, il y a des questions à se poser. Moi, j'adore construire mes voyages moi-même. C'est une des grandes parties du kiff du voyage. Donc, est-ce qu'on veut faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour les agences de voyage? Enfin, toutes ces questions, voilà, après, elles sont à poser. Mais en termes de technologie pure, on devrait être capable de faire ça. Toutefois, donc, il y a des grosses limites quand on essaye de pousser le principe, parce que là, on est sur quelque chose de généraliste, il peut construire tout type de voyage, mais c'est quand même à l'intérieur de l'idée de construction de voyage, il a des instructions particulières, il a un scaffolding qui est quand même relativement déterminé par l'expertise humaine. Si on veut vraiment avoir quelque chose qui détermine lui-même son scaffolding pour n'importe quel type de problème, c'est beaucoup plus difficile. On a un énorme problème, c'est que les systèmes d'IA actuels sont très mauvais pour hiérarchiser la compréhension des problèmes. Et donc, ils vont construire des scaffoldings d'assez mauvaise qualité quand ils ne sont pas orientés par l'humain à l'avance. C'est ce qu'on appelle le problème de la planification. Un système d'IA peut planifier 3-4 étapes assez efficacement, mais dès qu'on veut un processus long et avec de la profondeur complexe, avec beaucoup d'outils différents, avec voilà, une contextualisation importante, etc., le système soit se perd en route, il commence à diverger, à faire n'importe quoi, soit il entre dans des boucles infinies et il crame des tokens pour rien, soit il aboutit à des résultats très médiocres et superficiels. Donc, on n'a pas craqué le problème de l'AGI pour l'instant avec des agents généralistes. Mais on peut on va dire, dépasser un petit peu ce problème en faisant ce qu'on appelle des systèmes multi-agents. Donc, des systèmes multi-agents, ça va être des systèmes qui vont intégrer plusieurs agents. Jusque-là, je ne vous ai pas appris grand-chose en disant ça, le mot est plutôt explicite. Donc, un système qui intègre plein d'agents qui vont travailler ensemble, chacun avec une expertise spécifique. Et on peut les construire soit en donnant des scaffoldings à chacun des agents et en ayant un agent orchestrateur qui est dédié à la planification. Et là, on peut travailler tout un prompting de planification pour que notre agent
on peut même faire des scaffoldings pour définir des scaffoldings très efficaces. Donc là, on peut avoir vraiment un travail très fin. Donc c'est ce qu'on va appeler l'agent orchestrateur. Et il y a tout un travail de recherche qui est fait pour avoir des agents orchestrateurs, mais qui vont se concentrer sur la construction de scaffolding et ils vont avoir ensuite à disposition tout un tas d'agents experts qui vont pouvoir utiliser comme des outils. Donc ça, on commence à faire des choses assez poussées. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc, l'exemple un peu classique de ça qui marche bien, c'est pour le code. Pour produire du code de n'importe quel type de projet de code, c'est déjà très généraliste hein, comme objectif. On a l'ancêtre de ça, c'était ChatDev. Je vais vous montrer la nouvelle version, mais ChatDev, c'est très visuel. Vous avez cette petite image. Donc, ChatDev, c'est pour l'instant, enfin, si vous voulez le faire tourner, il faut aller l'implanter sur votre ordi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Vous allez avoir une petite interface visuelle avec des petits bonhommes. Chaque petit bonhomme est un agent. Et ici, vous avez la petite boss qui est l'orchestrateur. Là, vous avez un petit avatar, c'est votre utilisateur. Vous pouvez entrer comme dans Pokémon, dans l'espace, parler à l'orchestrateur et lui dire je veux que tu me développes un Paint, une calculatrice, un jeu Gomoku. Enfin, vous lui demandez un peu le software qui vous intéresse. Et puis là, c'est l'agent orchestrateur. Il sait qu'il a à sa disposition des designers, des codeurs, des testeurs, des documenteurs. Il a la spécification de ce que sait faire chaque agent. Et puis, il va commencer à planifier et il va aller donner des instructions à tous les petits sous-agents. Et c'est lui qui va définir quel sous-agent utiliser à quel moment, comment. Et puis, les petits sous-agents vont lui faire remonter de l'information. Il va être le centralisateur de l'information et il va pouvoir faire orchestrer les tâches en fonction à chaque fois d'un contexte d'information qui est complet. Donc, au début, il va demander au designer de définir les fonctionnalités. Ensuite, il va passer ça en cahier des charges aux codeurs. Les codeurs vont faire le code. Ils vont envoyer une version de code au, au boss, qui va aller l'envoyer au testeur en leur demandant de vérifier s'il n'y a pas des bugs, qui vont renvoyer ça, etc., etc. Et normalement, à la fin, vous avez un code complet, testé, documenté, avec tout ce qu'il faut. Et c'est assez impressionnant parce que ChatDev, déjà, qui est sorti il y a 1 an et demi, était capable de coder sans un seul bug des petits jeux. Et puis maintenant, vous avez des choses qui sont beaucoup plus poussées, comme Lovable. Donc, Lovable, c'est vraiment impressionnant. C'est exactement ça, mais caché. Et ça vous pond des applications d'assez bon niveau. Et en plus, ça peut vous faire du full stack. Donc, ça peut vous faire l'aspect interface de front-end et tout l'aspect back-end, donc le lien avec la base de données, l'aspect serveur, etc. Et ça vous fait les deux de façon intégrée. Vous pouvez connecter Supabase pour les techs. Ils sauront de quoi je parle. Mais donc, c'est très impressionnant. Et par exemple, on peut lui demander créer. Il faut que je sign in. On va lui demander, par exemple, de créer une petite application rapide pour gérer des congés, créer une application de gestion des congés pour le service RH d'une entreprise d'assurance, par exemple. Hop. Et je suis en plan gratuit, donc ça va être public, mais il va quand même créer une app. Alors, on va le laisser travailler. Là aussi, c'est impressionnant. Il travaille pendant une quinzaine de minutes et à la fin, on a une application qui est fonctionnelle. Donc, pour l'instant, on ne fera que des applications un peu simples avec ça, mais quand même, là, avec un prompt comme ça, j'arrive à avoir une application fonctionnelle pour résoudre ce problème. Après, il faut savoir la déployer proprement, mais on a maintenant des tunnels de déploiement qui sont intégrés à ces systèmes-là et on s'approche de plus en plus. Je pense qu'à la fin de l'année, on commencera à avoir la possibilité d'avoir des applications vraiment complètes et vraiment complexes, générées complètement automatiquement. On est vraiment en train de vivre un moment de bascule sur le code informatique et sur la capacité de n'importe qui à écrire le code. Donc là, il commence par définir l'aspect un peu visuel. Maintenant, on le voit là, on voit tout ce qu'il est en train de faire. Il travaille, il écrit des composants. Là, il fait la sidebar de l'application et il va travailler pendant un quart d'heure peut-être pour construire cette app. Bon, ça prendra un peu plus de temps à un humain, hein, évidemment, mais on a un agent qui est assez généraliste déjà. Et puis, comme je vous l'avais promis, un peu pour terminer quand même, je vais vous montrer pendant qu'il travaille, on verra le résultat après, mais on va regarder un scaffolding plus complexe. Là, c'est une expérimentation que je mène. C'est l'idée de faire une AGI, une intelligence artificielle générale, alors qui pour l'instant marche pas très bien, qu'on essaye d'améliorer, mais c'est on va dire, entre la recherche et l'expérimentation, qui est un système multi-agent qui est censé pouvoir s'attaquer à n'importe quel type de problème de façon assez poussée. Et même s'il ne marche pas très parfaitement pour tout, des fois, ça sort des résultats complètement dingues et bluffants. On a eu des choses vraiment incroyables.
mais on a eu aussi des choses complètement nulles et ridicules. Pour l'instant, ce n'est pas très robuste. Mais je vous donne l'idée. Donc voilà le scaffolding. En fait, vous allez voir qu'il est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà là, on a la base. Donc c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, hein. L'utilisateur fournit un problème. Il y a des ressources qui sont données à notre système, donc des données, une ontologie de connaissances. Bon, ça, c'est les données, par exemple, de l'entreprise, et puis des outils. Et vous allez avoir un sous-agent qui est dédié à la clarification du problème, qui travaille en interaction avec l'utilisateur, un sous-agent qui est dédié à la planification, donc c'est mon orchestrateur, mais là, c'est un orchestrateur qui n'a aucun sous-agent préconçu. Il définit une planification et en fonction de cette planification, il y a un forger qui va construire tous les sous-agents dédiés. Et ensuite, ils vont un peu se parler pour vérifier que les sous-agents que le forger a construits correspondent bien à la planification. Ensuite, donc, on a toutes ces petites sous-instances d'agents spécialisés qui peuvent travailler, qui vont construire tous ensemble une solution. Et puis, on a un agent évaluateur qui va évaluer la solution. Et qui, ensuite, en fonction de cette évaluation, va parler au clarifieur, si besoin, pour que le clarifieur demande des nouvelles infos à l'utilisateur, au planificateur, au forger, et permettre d'améliorer tout le système. Deux éléments clés. Ici, chaque petit sous-agent, en réalité, a la même structure que l'agent général. Et donc, on peut descendre en complexité autant qu'on veut. Et un des éléments du planificateur, à chaque fois, c'est de définir s'il y a besoin de descendre à un cran de complexité supplémentaire. Et donc, on peut avoir un cran de complexité très superficiel avec juste une couche et des sous-agents, mais on peut avoir 20 couches et en lançant une fois le système, avoir 20 multiplié par le nombre d'agents qui sont générés à chaque fois, rapidement 2000 agents qui travaillent, ou 1000 agents qui travaillent en parallèle pour produire la solution. Donc, il faut faire attention aux tokens, mais ça permet d'avoir des choses très profondes. Et donc là, il y a énormément de prompting pour définir comment planifier, comment les agents doivent interagir entre eux, quels éléments de contexte ils doivent avoir, etc. Et tout ça, on est beaucoup plus proche, en effet, d'un projet un peu de recherche. Donc, quand on veut entrer dans les systèmes multi-agents, ce n'est pas du tout magique. Il y a des agents qui vont être proposés par des services, et là, ça fera un peu magique. Mais pour des systèmes multi-agents vraiment spécialisés, c'est tout un travail pour organiser le scaffolding et surtout prompter des nouveaux types. C'est des nouveaux types de prompting, du prompting de planification, du prompting d'interaction qui permettent à tous ces systèmes de travailler en autonomie ensemble. Nicolas, je sens que tu veux m'arrêter parce qu'on arrive au bout du temps, je le vois. Donc, j'avais encore un exemple, mais tant pis, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Peut-être, est-ce que tu sais montrer peut-être le résultat de Lovable rapidement, voir si… Tiens, je te bascule peut-être voilà. l'écran. Est-ce qu'on a quelque chose sur Lovable? Ah voilà. Oui, tout à fait. On a quelque chose. Tac, alors on va cacher ça. Hop, et donc, on a notre joli… donc là, en plus, il a créé des données, des fausses données pour que ça permette de visualiser vraiment l'app. Donc, on a notre petite sidebar ici. On a le tableau de bord. Si je vais… alors, il n'a pas fait tous les onglets. Il faudrait que je lui demande d'ajouter des onglets. Mais peut-être, voilà, nouvelle demande, ça fonctionne. Il nous a mis un certain nombre d'employés. On peut sélectionner les dates de début et de fin de notre congé, etc. Enfin, voilà, soumettre la demande. Donc, après, il y aurait… on est en mode chat. On peut ouvrir dans un nouvel onglet pour avoir une vraie preview. Et puis, ici, on pourrait lui dire, maintenant, fait l'onglet demande, parce qu'il ne l'a pas fait. Et après, il fait les étapes les unes après les autres. Donc, des fois, ça m'est arrivé qu'il me fasse toute l'app, chaque onglet. Des fois, il s'arrête au milieu. C'est aussi le problème des agents quand ils doivent construire leur planification. Comme c'est eux qui définissent jusqu'où ils vont, là aussi, ça fait partie d'un bon prompting de planification, de vraiment lui expliquer quel est le résultat qu'on attend. Et c'est aussi pour ça, pour combler ce type de problème, que ici, on va avoir un assesseur. En fait, le clarifieur ici, en fonction du problème qui est donné, il va fournir à l'assesseur vraiment le cahier des charges et les tests qualité qui doivent être attendus pour vraiment atteindre l'objectif. Et quand eux, ils vont travailler, l'assesseur, il va vraiment pouvoir vérifier que l'ensemble de ce qui devait être fait est fait et demander de continuer si ce n'est pas le cas. Typiquement, là, on voudrait que quand le clarifieur, il aurait défini que tous les éléments de l'application soient remplis. L'assesseur, il aurait testé, il aurait vu qu'il y a des onglets qui ne sont pas remplis, il aurait demandé au système de continuer. Mais je pense que c'est aussi parce que je suis en version gratuite, ils ne veulent pas que
crame des tokens pour rien, mais voilà, il m'a fait l'onglet demande, ça y est. Donc maintenant, on voit, on a l'onglet avec les filtres, etc. Proprement. Et on peut toujours faire une nouvelle demande. Vous voyez que c'est quand même rapide. Super. Merci beaucoup, Flavien, pour ces super démos, pour voir comment justement des systèmes d'assistants avec des outils, des systèmes de workflow IA, des systèmes d'agents, tous ces sujets-là évoluent à vitesse grand V. Et 2025, c'est vraiment, je pense, l'année de la révolution à ce niveau-là. On n'a pas forcément le temps, hélas, pour les questions. Cependant, n'hésitez pas à contacter Flavien en direct sur son LinkedIn si vous avez des questions. Merci encore à toi, Flavien, pour cette conférence. Merci à tous. À très bientôt.